qui est avec nous ce soir en notre compagnie. Bonsoir. Bonsoir Adamo. Bonsoir. Ravi de faire votre connaissance. Un plaisir est partagé, Didier. Alors, Adamo, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un petit retour de flamme comme ça vers non seulement le personnage d'Adamo, mais aussi les chansons. Ça fait un petit moment pourtant qu'on sentait déjà venir ça par l'interprétation notamment de Arnaud, cette interprétation un peu avinée des filles du bord de mer. Je sais que Dick Annegarn est un chanteur aussi qui vous aime beaucoup. Il va sortir un album là. Quand on lui dit on consacre une émission spéciale à Adamo, il est ébahi aussi. Ça me fait plaisir. J'ai eu bien sûr l'occasion de le connaître quand il avait sorti sa merveilleuse chanson. Et puis on s'est un peu perdu de vue, mais je suis content d'avoir de ces nouvelles. Bruxelles, ma belle. Extraordinaire. Qui doit vous parler. C'est une des plus belles sur Bruxelles. Alors Adamo, on va parcourir un petit peu votre vie artistique, qui est une vie extrêmement bien remplie. Le petit Adamo, est-ce qu'il avait envie de devenir chanteur ? Pas vraiment, parce que vous entendez la voix que j'ai aujourd'hui, donc c'était pire avant. En fait, j'aimais bien la musique. Je m'étais même inscrit à la chorale de la paroisse Saint-Martin à Jemappes. Et à un moment donné, comme je muais mal, monsieur le curé m'a fait comprendre que je n'avais pas la voix angélique qu'il souhaitait et il m'a vivement conseillé de quitter la chorale, ce que j'ai fait. Est-ce que ça veut dire que cette voix vous complexait véritablement ? Qui est devenu votre emblème après, comme Aznavour d'ailleurs. On a eu les mêmes propos. Nous les chanteurs enroués, rauques, nous devons beaucoup à Aznavour, qui, sans mauvais jeu de mots, nous a ouvert la voie, puisqu'il a été, je crois, le premier à oser chanter avec ce genre de voix. Et c'est vrai que aux études, le lundi, il y avait un cours mixte, un cours de journalisme. J'étais à Saint-Luc, à Tournai, et c'est vrai que j'avais un complexe de ma voix parlée. Et peut-être encore aujourd'hui même. D'ailleurs, j'ai revu les films j'anticipe peut-être sur certaines choses, mais vous me parlez de ma voix, donc je vous en parle. J'ai revu les deux films que j'ai tournés, l'un avec Bourvil, l'autre avec Michel Constantin et Jess Anne, Elisabeth Vienner. La seule chose qui me dérange, justement, c'est ma voix parlée. Alors, qu'est-ce qui a fondé votre détermination pour passer outre ce complexe et devenir chanteur à part entière et tenter de réussir, ce que vous allez faire magnifiquement? Il y a eu à un moment donné peut-être une espèce d'inconscience de ma part, comme j'avais reçu une guitare en cadeau, ce qui est vrai, c'est pas une légende. Mon grand-père, Dieu sait pourquoi, m'a envoyé par un oncle une guitare. Donc j'ai appris quelques rudiments, les premiers accords, et comme j'étais pas mauvais en français, comme tout étudiant à l'époque, j'écrivais des petits poèmes, je les ai mis en musique, et j'ai eu le courage de les chanter à mes copains de classe. Et eux, ils ont perçu quelque chose d'intéressant. Et un jour, donc, le crochet radiophonique, ce qu'on appelait à l'époque Radio Luxembourg, parrainé par Mons Savon d'Op, passait dans la région, à Mons. Ouais. C'est pas pour faire la pub. Ouais. Et donc mes copains m'ont dit, tiens, vas-y, on va applaudir. En plus, c'était jugé à l'applaudimètre. Ouais. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai osé. Ça veut dire que vous aviez un certain culot quand même, et une certaine envie, une inconscience. Une inconscience. Oui, peut-être. Alors, Adamo, justement, vous parlez de ce radio-crochet de Radio Luxembourg. Oui. J'ai rencontré Monique Lemarcy. Oui, ah bon. Et Monique Lemarcy a tenu à nous livrer un petit témoignage concernant vos débuts grâce à ce radio-crochet. Oui. Alors, on va l'écouter, on va regarder là. Elle est là, Monique. Monique Lemarcy, vous avez une anecdote très particulière concernant Adamo, puisque son destin artistique s'est joué grâce à Radio Luxembourg. Oui, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait sur Radio Luxembourg une émission qui s'appelait le crochet radiophonique. Et moi, une de mes premières missions quand je suis arrivée à Radio Luxembourg, ça a été de constituer le jury du dernier crochet radiophonique qui a eu lieu pour une soirée. Et c'est notre ami Salvatore Adamo qui a remporté ce crochet radiophonique. C'était le départ de la carrière de Salvatore Adamo, dont personne aujourd'hui ne peut imaginer ce qu'a représenté Salvatore. Salvatore, d'abord, c'était déjà à l'époque quelque chose de particulier avec cette voix, en pleine voix vague yéyé, il arrive avec cette voix un peu éraillée, avec ses chansons d'amour. Et moi, je me souviens d'émeutes
rue Bayard pour Salvatore, où il y avait toutes les rues jusqu'à la place François Ier qui étaient remplies de public, et c'était la folie. Et j'ai un autre souvenir un peu plus touchant, ce qui concerne Adamo, c'est aussi lui qui avait pris pour la première fois, et je sais que Jo s'en était toujours souvenu, en première partie Salvatore Adamo dans ses tournées, Jo Dassin. En première partie, il avait repris Jo Dassin dans ses tournées. Mais je crois que on a vu ce phénomène dans les années qui ont suivi, avec un Claude François, avec des Bruel, avec Goldman, avec Johnny, mais c'était la folie rue Bayard. Et ça, je crois, et puis dans les concerts, hein, je ne parle pas, mais moi c'était le phénomène d'un artiste qui venait pour une émission dans une radio et qui déplaçait les foules. Et ça, c'était quelque chose d'excessivement rare. Réaction, Adamo. Merci Monique. Bon, c'est vrai que c'est difficile d'en parler soi-même, parce que ça peut passer pour prétentieux, mais quand quelqu'un s'en souvient et le dit, ça fait plaisir. C'est le moment, je saisis chaque occasion pour le faire, de rendre hommage à quelqu'un à qui je dois beaucoup, qui faisait partie de Radio Luxembourg, c'est François Châtelard. Parce que nous parlions de ma voix tout à l'heure, et encore aujourd'hui, je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde, mais au début, c'était encore pire. C'était vraiment... les auditeurs étaient divisés en deux. Et lors de ce crochet radiophonique à Mons, il y a eu une présélection. Et j'avais été éliminé à la présélection pour voix désagréable. Et François Châtelard a peut-être perçu une originalité en moi. Il est allé trouver ses collègues du jury et il leur a dit « Vous avez eu tort d'éliminer ce jeune homme, je crois qu'il a quelque chose. » Donc on m'a repêché et le soir j'ai gagné. Comme quoi, hein, il faut croire en son étoile aussi. Hein. Et puis avoir quelques personnes comme ça qui sont sur votre chemin. Et je dis toujours que j'ai dû gagner un concours de circonstances, en fait. Parce que il faut les bonnes personnes au bon moment, la bonne chanson, l'air du temps, l'humeur des gens. Il y a une alchimie qui se fait ou qui ne se fait pas. Adamo, italo-belge, né à Cosimo, c'est ça? Comiso. Comiso, c'est en Sicile. Oui. Ouais. Donc origine sicilienne. Est-ce que c'est de là que vient, on dirait aujourd'hui, ce côté non formaté dans cette façon d'écrire des chansons, c'est-à-dire de ne pas être dans la pop anglo-saxonne comme l'étaient la plupart des artistes qui prétendaient vouloir être chanteurs, ou alors carrément, comme le disait Monique Lemarcy à l'instant, issu de cette vague yéyé, hein, qui faisait beaucoup d'adaptations de tubes anglo-saxons. C'est peut-être encore le moment de rendre un autre hommage, et celui-ci, je vais le faire à mon premier arrangeur, qui était Oscar Saintal. Je dois avouer que moi, à 16-17 ans, j'écoutais beaucoup la musique anglo-saxonne. Et j'en étais aussi sans doute influencé. Et quand j'ai présenté mes chansons à Oscar Saintal, c'était à la guitare. Et dans ma tête, je les imaginais avec le même son que mes collègues de l'époque, que ce soit Richard Anthony, dont j'aimais beaucoup les chansons, Cliff Richard, Gene. Et finalement, c'est sans doute grâce à Oscar Saintal, avec qui j'ai eu à l'époque quelques prises de bec parce que les arrangements ne sonnaient pas comme je les voulais. Et c'est lui qui a eu raison, puisque c'est lui qui m'a donné une identité musicale, une personnalité qui m'a fait sortir du lot, si je puis dire. Peut-être que s'il m'avait trop écouté, il m'aurait donné le même son qu'aux autres et je ne me serais pas fait connaître. Donc merci Oscar. Est-ce que dans votre famille, on chantait beaucoup? Mon père chantait énormément. Il n'était pas professionnel, mais il adorait la musique napolitaine, la chanson napolitaine, dont on a une image un peu réductrice, je dois dire, parce que quand on parle de chansons napolitaines, on imagine les mandolines, les amoureux sous la lune. Et il y a une chanson napolitaine très très riche, chanson sociale, poétique, humoristique. Et donc j'étais un peu bercé par ces chansons-là. Et puis il aimait beaucoup l'opéra, donc il aimait les grandes voix, ce qui explique sans doute pourquoi au début il n'était pas d'accord que son fils, pour lequel il faisait des gros efforts pour en payer les études, se mette en tête de chanter. Donc le crochet que nous évoquions tout à l'heure, j'y ai participé à l'insu de mon père. C'est ça. Absolument. Et c'est passé sur antenne 2 mois plus tard, c'est comme une date de naissance pour moi, c'était le 14 février 1960, et je lui ai fait la surprise. Et on a écouté ensemble, moi je savais que j'avais gagné, donc j'avais beau jeu, et là je pense qu'il a été vraiment ému.
Et à ce moment-là, il a vraiment pris les choses en main. Est-ce que ça a été long pour avoir du succès, Adamo? Maintenant, avec le recul, non. Mais à l'époque, quand j'ai gagné le crochet à 16 ans et j'ai eu mon premier tube, entre guillemets, à 20 ans, c'était long. Ça représentait entre le tiers et le quart de ma vie, quand même. Ouais. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu à manger de la vache maigre comme l'a fait Brel. Moi, j'étais sous l'aile de mon père qui, comme je vous disais, dès qu'il a été convaincu, est allé frapper aux portes à ma place. C'est ça, il jouait le rôle du directeur artistique Absolument. manager, quoi. Et c'est sans doute le seul vrai manager que j'ai eu. Alors Adamo, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec un premier document qui va effectivement bien faire comprendre, illustrer ce que dit Monique Lemarcy. Nous sommes en 1966, il y a une émission culte à l'époque qui s'appelle Le Palmarès des chansons, animée par Guy Lux. Le grand orchestre de Raymond Lefebvre est là. L'émission se déroule en 2 parties. Il y a une première partie où des jeunes apprentis chanteurs viennent interpréter des chansons d'Adamo. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission de télé, on vous voit interpréter vos plus grands succès. Alors, ce qui est assez amusant à dire, c'est qu'il y avait une espèce de... Donc, ça s'appelait le palmarès des chansons. Il fallait que les téléspectateurs votent pour les chansons qu'ils préféraient. En fait, voilà, un tiercé. Et il y avait un jury absolument hallucinant avec Bruno Cocatrix, il y avait Franck Pourcel, il y avait Albert Resner qui était une idole, puisqu'il présentait à l'époque toutes les idoles du moment. Il y avait Liza Minnelli, Jacqueline Joubert, et donc c'était eux qui étaient chargés de voter, entre autres, avec les téléspectateurs. C'est aussi les balbutiements de la télévision sponsorisée, puisque la Caisse d'épargne est partenaire, et on voit que c'est les débuts de cette télé qui va faire florès par la suite. Et puis vous interprétez ensuite 5 chansons qui sont des standards devant un public en furie. Il y a même des banderoles qui vous glorifient. Votre réaction sur cette émission? Écoutez, je dois avouer que j'étais très ému de me revoir à 22 ans d'abord. Vous n'avez pas beaucoup changé, hein. Oh. C'est pas que je veux vous passer de la pommade, mais vous avez toujours le visage qui un peu comme ça, c'est un visage d'éternité. Hein. Merci, c'est gentil. Mais moi, ce que j'ai le plus remarqué, c'est que j'avais une insouciance que malheureusement je n'ai plus, parce que c'était quelques mois avant la mort de mon père. Et je vois, c'est très net le changement entre cette période-là et ce qui a suivi après. Et puis, vous parliez du jury. Bon, il y a plein de personnes qui ne sont plus là. Cocatrix, Pourcel. Derrière le jury, il y a le banc de ma famille. Aussi, dans le banc de ma famille, il y a des cousines et des tantes qui ne sont plus là. Vous savez, ça m'a fait un choc de revoir cette émission. Et puis, c'est vrai, la façon dont j'assume cette réaction du public, presque comme si j'étais dans un monde imaginaire. Ouais. Il faut vous dire que je n'ai jamais vu cette émission, puisqu'à l'époque, nous n'avions pas de magnétoscope. C'était en direct? C'était en direct, oui. Donc avec tout ce que ça sollicite comme prise de risque aussi. Absolument. Avec le grand orchestre de Raymond Lefebvre. Il y a aussi des musiciens qui ne sont plus là. Enfin, je ne veux pas vous attrister, mais moi, ça m'a fait quelque chose au cœur. De positif, d'agréable. D'un côté, c'est une nostalgie positive. De l'autre côté, revoir des gens qui ne sont plus là, ça fait plaisir aussi, c'est qu'ils existent encore d'une certaine façon. Et le regret aussi de cette insouciance dont vous parliez. Absolument. On était aussi dans cette époque d'insouciance. Il n'y avait pas encore la crise, le choc pétrolier, on ne savait pas ce que c'était, le chômage. Oui, nous avions l'impression que le plus dur était passé. Et d'ailleurs, quand on me demande aujourd'hui pourquoi il y a eu cet engouement pour les chansons des années 60, je pense que c'est parce qu'on pouvait à l'époque exprimer des bons sentiments sans qu'ils n'engendrent l'ironie. Malheureusement, les temps ont changé. Aujourd'hui, les jeunes ont écouté ces chansons-là avec la Libye du second degré, tout en regrettant de ne pas pouvoir les prendre au premier degré. Alors Adamo, ça va pas être un exercice trop difficile de revisionner cette émission? Non.
Avec plaisir. Avec de l'émotion, donc, pour une belle époque, l'époque de vos débuts, avec ce public en furie. Guy Lux va apparaître juste là, avec le grand orchestre de Raymond Lefebvre. On regarde ce palmarès des chansons 1966, Adamo, et on est la vedette. Bonsoir, au micro Jean Harold. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir le générique du dernier palmarès de la saison. Bonsoir. Au terme de ces 34 étapes du palmarès, merci à tous les téléspectateurs qui, 9 mois durant, nous ont aidés dans notre effort. De mon temple de la Madeleine, je remercie profondément mes chers jurés pour leur difficile apostolat. De tout le poids de mes 400 kilos, un merci musclé et solide à tous les auditeurs. Gloire à vous, musiciens, interprètes, mes frères. Merci de toute mon âme pour votre tâche sans fausse note. Du stadium 102, je salue bien haut, champions techniciens, vos magnifiques exploits dans ce marathon de la chanson. Oui, merci à tous et à toutes. J'ai le cœur gros, très gros, de vous quitter pour quelques mois. Aussi, donnons un dernier coup de chapeau à toutes nos grandes vedettes, si vous les reconnaissez. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Les auditeurs des 400 coups, bonsoir. Bonsoir Jean Harold, et merci de ce générique plein de fantaisie. Non, restez une seconde. Je sais qu'on vous a prévenu un peu tard et c'est la raison pour laquelle quelques vedettes manquaient à l'appel. Nous les prions de nous en excuser. D'ailleurs, vous n'avez pas eu le temps ni de les habiller, comme ça a été mon cas. Je dois dire que vous étiez magnifique. Ah oui, vous avez vu. Bon, oui, merci. Bon. Eh bien, merci Jean Harold. Je crois que ce soir, notre palmarès est offert au pape de la chanson, puisque c'était le dernier. C'était le dernier sur la liste. Notre ami Salvatore Adamo. Voilà. Ce sera le dernier palmarès de la saison. C'est pourquoi nous lui avons dédié 15 chansons qui s'ouvrent sur... Eh bien, sur le grand prix des succès d'Adamo, qui ne seront pas chantés d'ailleurs par Salvatore, mais par des jeunes espoirs. Les premiers, espoirs. les 5 espoirs, soyez gentils. D'ailleurs, vous allez le voir, ce sont certainement les meilleurs espoirs que nous ayons eus cette année. Voici le premier prix des grands succès d'Adamo par les espoirs. Qui nous ont distillé 5 chansons que l'on peut dire éternelles de Salvatore Adamo. Les avons prises en cœur d'ailleurs. On a pris en cœur, la salle 102, le public qui bientôt maintenant est devenu un public de professionnels, un public d'amis. Eh bien, nous allons maintenant connaître dans quel ordre nos 3 jurys vont classer ces 5 chansons, car vous savez que le palmarès est quand même un jeu, et qu'à chaque fois, depuis 34 émissions, eh bien, nous connaissons le goût des vedettes, le goût des jeunes et le goût du grand public. Alors maintenant, tout d'abord, Bruno Cocatrix pour ce dernier jury. Eh bien, le jury des vedettes. Nous avons la chance, Guy, ce soir, d'avoir un jury très exceptionnel de par sa qualité artistique, puisque Franck Pourcel en fait partie. Jacqueline Joubert. Liza Minnelli. Odile Versoix. Et Albert Resmer.
Voici d'abord la mention que je décerne à Jean-Luc. Voici les points. Jean-Luc qui avait chanté Les filles du bord de mer. Les filles du bord de mer. Mais je crois, Bruno, qu'il faut être généreux, il faut faire une demi-mention aux 4 autres parce que c'est la dernière. Oui, je dois dire. Chanson numéro 1, 24 points. Chanson numéro 2, 26. Chanson numéro 3, 28 points. Chanson numéro 4, 23 points. Chanson numéro 5, 31 points. Le tiercé de notre jury est par conséquent 532. 532. C'est déjà inscrit au tableau d'affichage. Voici dans quel ordre donc l'ensemble des 3 jurys a classé les 5 chansons de ce premier prix Adamo. 3, 5, 2, 352. Voilà, vous avez joué le 352. Moi j'ai joué, oui, le 352, je suis gagnant. Vous êtes gagnant. Bon. Eh bien, le public le réclame. Oui, faut y aller. Le public le réclame déjà. En effet, vous savez que maintenant, les 10 chansons suivantes vont être interprétées par celui que vous attendez depuis des mois. Il est là, il est derrière le rideau, avec 5 chansons nouvelles pour le 2e prix. Voici Salvatore Adamo. S'asseoir tous les 3 comme des grands. Et je pense, Salvatore, que vous attendez avec impatience de savoir dans quel ordre nos jurys vont classer ces 5 nouvelles chansons. Oui, je suis très curieux de le savoir. Ça, c'est amusant, c'est un petit peu comme dans la ligne droite de Longchamp ou d'Auteuil. Hein. Enfin, je le dis pas. On attend dans quel ordre les jockeys vont arriver. Ça serait curieux d'ailleurs d'avoir le classement de Salvatore. Un bon animateur, lui, il tend son micro, là. il sait tout faire. Eh bien, nous allons d'abord appeler le jury de vedette. Bruno. Oui. Chanson numéro 1. Quelqu'un qui a répondu présent dans la salle. 19 points. Chanson numéro 2. 23 points. Chanson numéro 3. 20 points. Chanson numéro 4. 26 points. Chanson numéro 5. 29 points. Alors ça fait... 542. Le 542. 542, ça donne Ton nom, Tu me reviens et Elle était belle pourtant. Ton nom, Tu me reviens, Elle était belle pourtant. Est-ce que c'est un classement qui correspond à votre désir, Salvatore ? À peu près, oui. À peu près. Bon, on va voir. On va voir si le jury du Construrama, Monsieur Laurent et les jeunes qui l'entourent, eh bien, cela donne comme palmarès pour l'instant, toujours Ton nom en tête. En 2e position, la chanson numéro 4, est-ce que c'est ? Tu me reviens. Et enfin, en 3e position, la chanson numéro 1, Sonnet pour notre amour. Bon, avant de donner l'antenne, alors vraiment au très très grand jury, celui qui groupe des centaines de milliers de téléspectateurs, est-ce qu'on pourrait pas connaître votre véritable palmarès pour ce Grand Prix, vous, Salvatore ? Moi, mon tiercé. Oui. Moi, on voit qu'il joue aux courses, hein, mon tiercé. Tout de suite. Moi, je mettais Elle était belle pourtant en tête, Ton nom en 2 et Tu me reviens en 3. On est gentil, hein, parce qu'entre 2 palmarès, il faut dire que vous allez encore en chanter 5. On vous a fait asseoir. Mais Guy, ce que je puis dire, c'est qu'au hit parade de France Inter, c'est Ton nom qui arrive déjà en tête et qui est très demandé aujourd'hui. Oui, à propos de votre hit parade, je tiens à remercier, j'en ai l'occasion maintenant, tous ceux qui vous ont écrit et dont on m'a transmis les lettres quand j'ai eu l'accident. Il y avait des milliers de lettres et ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai passé mon temps à les lire. Ça va mieux ? C'est fini, oui. Ça va mieux. Avant, parce que je crois que tout à l'heure, ce sera difficile de se faire entendre avec tous les fans qui sont dans la salle. Je pense qu'il est peut-être...
Il est peut-être temps de dire que Salvatore Adamo chante ce soir pour tous nos amis téléspectateurs français. Et auditeurs. Et auditeurs aussi. Et il chantera les 24, 26 et 27 juin, j'ai sorti mon petit papier, au cours d'un hommage à Adamo, au cours duquel il sera nommé citoyen d'honneur de la ville de Gemmap. Je chante pas les 3 jours. Hein. Un jour. Alors je crois que c'est quand même sympathique de saluer nos amis belges au passage. Et également le 24, Adamo chante aux Beaux-Arts de Bruxelles au cours d'une soirée patronnée par le roi. Majesté. Et je crois également qu'il participe au bal des petits Liblins. Oui, le 1er juillet. Oui. Avec 2 grands amis à lui, maintenant le prince Régnier et Grace et la princesse Grace. Vous les connaissez bien, non? Pas encore. Pas encore. Eh bien, on vous les présentera. Alors maintenant, je crois que nous sommes mûrs pour le troisième verdict qui va décider peut-être de ce deuxième palmarès. À vous, de toute façon, vous êtes toujours gagnant, il n'y a pas de problème. Salvatore, on vous raccompagne non pas jusqu'à la grille du parc, mais face au micro du 3e Grand Prix, où tous vos amis, ils sont des millions, vont vous entendre. Eh bien, voici maintenant donc notre 3e et dernier palmarès. Mon cher Bruno, à vous, c'est bien difficile à classer cela. Hein. C'est très difficile, on a eu une bagarre noire. D'ailleurs, et pour départager ces 5 chansons, ça a été bien difficile. Albert, quelle est la chanson que vous préfériez, vous? Bien, j'ai une préférence pour la première, Les mains sur tes hanches. Et vous, Odile? Oh, moi, j'en aime 2 beaucoup. C'est la demande en mariage, là où il donne l'invitation à la danse, parce qu'elle est pleine d'humour. Et puis, oui, vous permettez, monsieur, et la nuit. Ah. Et vous, là, ça? Ah, moi, j'aime bien la nuit. Vous aimez bien la nuit? Oui. Et vous, Jacqueline? Ah, moi, j'aime beaucoup la mèche de cheveux, et vous permettez, monsieur. Franck? Moi, je n'aime 3. Vous permettez, monsieur, la nuit et la mèche de cheveux. Alors, vous voyez comme c'était simple, hein? Le classement est le suivant. Chanson numéro 1, 33 points. Chanson numéro 2, 27 points. Chanson numéro 3, 32 points. Chanson numéro 4, 31 points. Et chanson numéro 5, 30 points. Le tiercé est par conséquent 1, 3 et 4. 1, 3 et 4, merci. On peut dire le palmarès du 14 juillet. Nous nous réunirons ici même, à la maison de l'ORTF, dans les parkings de la direction et des autres. Et là, nous montrons une grande estrade. Raymond Lefebvre sera là avec tous ses musiciens. Et vous avez convoqué pour ce jour-là de très grandes vedettes de la chanson, dont Claude François. Je crois que ce sera Claude François, le chef de file de ce palmarès du 13 juillet, voilà, où nous reprendrons tous en chœur des refrains populaires. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de carte à envoyer. Il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a simplement que la sympathie de tous les républicains. Vous êtes un bon, bon petit républicain. D'ailleurs, pour vous le prouver, je vous demande que nous chantions tous les 2 une chanson ce soir-là. Ce soir-là, oui. Oui, sûrement, on l'apprendra. C'est promis. D'autre part, nous aurons, chers amis téléspectateurs, quelques rendez-vous au mois d'août et au mois de septembre, 3 exactement, pour une émission qui s'intitule À l'Australienne, où nous essayerons de découvrir, au milieu d'amateurs, quelques grande vedette de demain, peut-être un Adamo, ce qui me paraît d'ailleurs assez difficile, pour ne pas dire impossible. Voilà. Eh bien, tout est dit. Il ne nous reste plus maintenant qu'à prendre congé. Chers amis téléspectateurs, en vous remerciant de l'attention, de la gentillesse que vous nous avez manifestée au cours de ces 34 émissions. Voilà, le dernier disque, puisque cette émission était offerte à la chanson, va tourner. Et nous allons vous dire à tous, avec Raymond Lefebvre, ses musiciens et tout le monde, au revoir, sur les accords du dernier générique de la saison. Au revoir à tous. Au revoir.
Adamo, vedette idole des jeunes et de ce palmarès de 1966. Adamo, très vite, vous avez voyagé à travers le monde avec vos chansons. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un derrière vous qui a dit il faut absolument que tes chansons s'exportent? Ou ça s'est fait là aussi encore naturellement? Mais là encore, on peut parler de chance, puisque bon, au départ, c'est vrai que je parlais quelques langues. Le français parce que je l'ai étudié, l'italien parce que c'est ma langue maternelle. De là, je suis passé à l'espagnol. En plus, la Belgique est un pays bilingue, même trilingue, puisqu'on y parle l'allemand aussi. Donc à l'école, j'avais dû apprendre le néerlandais, l'allemand. Et quand... en fait, je dois tout ça à Jeff Debouc, qui était le directeur artistique de la firme de disques à laquelle j'étais à l'époque, qui... comme ça, pour faire des petits essais, me dit tout. Ça te dirait de chanter, allez, en japonais? Je sais pas, on peut essayer. Et puis il faisait venir quelqu'un de l'ambassade, et puis première chanson, phonétiquement bien sûr. Puis on l'a envoyé au Japon, et apparemment il y a un petit charme qui a opéré, et c'est parti comme ça. Alors on a ici plein de pressages japonais. C'est Tombe la neige qui a été le plus gros succès de Adamo au Japon. Tombe la neige et Sans toi mamie. On parle beaucoup plus de Tombe la neige, mais Sans toi mamie est aussi connu que Tombe la neige. Sans toi mamie a été mon tout premier succès en Belgique, en février 63. Il est assez connu dans le nord de la France, parce que je pense que la toute première télé que j'ai faite, c'était à Lille, ça s'appelait Les copains du samedi, j'avais chanté Sans toi mamie, et puis je suppose que les radios belges passaient. Et Sans toi mamie est connu aussi au Québec. Et comme j'ai été connu un peu plus tard en France, bien qu'il y ait eu un retour en arrière où on a récupéré Les filles du bord de mer, Sans toi mamie est resté un peu dans l'ombre en France. Mais au Japon, c'est vraiment, avec Tombe la neige, des chansons qui existent. Tombe la neige a plus de 500 versions, Sans toi mamie un peu moins quand même. Ouais. 500 versions, c'est quand même hallucinant. Hein. Oui, tous les hivers, c'est un peu comme le petit Papa Noël. Il y a des nouvelles versions à toutes les sauces, il y a même des versions punk, destroy, il y a tout. Disco aussi. Il y en a eu des discos, jazzy aussi. Oui. Alors, Adamo aussi forge un personnage un peu différent au fur et à mesure que les années passent, avec des chansons, on va dire, plus engagées. En tout cas, qui parle. Oui, vous préférez le mot concerné. Oui, oui. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas parler d'Inch'Allah, hein, qui a été une chanson très importante. Elle a eu des problèmes, cette chanson, quand vous l'avez sortie? Oui, je l'ai écrite dans la spontanéité d'une émotion en direct, si je puis dire, puisque c'est vraiment en visitant Jérusalem en fin 66 que je me suis trouvé dans une ville coupée en deux. Chose... Bon, j'en avais entendu parler de loin, mais se trouver sur le site même, vouloir entrer dans une chapelle, et on dit non, n'y va pas parce que de l'autre côté, tu risques d'avoir des problèmes. En fait, quand je suis rentré à l'hôtel après la visite, le texte était dans ma tête. Pas la musique, le texte uniquement. Et donc je l'ai écrite spontanément. Le contexte était sans doute différent à l'époque. Israël était attaqué de toutes parts. Donc j'ai traduit l'émotion d'un catholique que je suis, de me retrouver devant des sites dont j'avais entendu parler dans mes cours de religion, que ce soit le jardin de Gethsémani, le mont des Oliviers, la piscine de Siloé, et tout ça dans un contexte politique dramatique. Plus tard, et notamment en 93, je me suis senti, par souci d'équité, de modifier 2 strophes, non pas pour essayer de me justifier par rapport aux pays arabes qui m'avaient interdit à cause de cette chanson qu'ils considéraient comme une prise de position en faveur d'Israël. Non, mais je me suis senti obligé de modifier simplement parce qu'on ne pouvait plus ignorer la souffrance de l'autre côté. Donc j'ai voulu aller plus encore dans le sens de cette paix que tout le monde souhaite, qu'on a parfois l'impression de toucher du doigt et puis qui recule. Et là, on en est encore... le drame est encore très, très, très vivace. Alors, il y a eu d'autres chansons aussi qui parlent comme ça de la marche du monde, comme je le dis assez souvent. Les collines de Rabia, il y a eu Manuel contre le franquisme. Oui. En fait, je me disais par rapport à Inch'Allah, vous évoquez Manuel, donc, que j'avais écrite contre le franquisme, que je ne chante
pratiquement plus, puisque je sais que le problème est résolu. Est réglé. Alors que, Inch'Allah, j'aimerais bien pouvoir la mettre de côté pendant un certain temps. Ça voudrait dire que le problème aurait été réglé aussi. Mais malheureusement, elle est toujours d'actualité. Est-ce que ça veut dire, Adamo, que la chanson est un bon vecteur pour vigiler et pour faire prendre conscience au public d'un certain nombre de choses? Sans doute, j'y suis venu, j'allais dire tard, mais c'est pas vrai, puisque, Inch'Allah, je l'ai écrite alors que j'avais 23 ans. Mais je veux m'imposer des limites. Je ne voudrais pas devenir un prédicateur dans mes chansons. La chanson doit rester quand même cette chose légère qui s'envole. Moi, je ne suis jamais plus heureux que lorsque j'écris une belle chanson d'amour où tout le monde s'aime, bien ronde. Malheureusement, il y a des choses qui vous agressent. J'espère avoir l'occasion d'écrire plus de chansons d'amour dans le futur. Ouais. Et est-ce que l'amour, c'est pas aussi une forme d'engagement? Certainement. De la façon dont il est bafoué, sous toutes ses formes. Je ne parle pas uniquement de l'amour couple, je parle du respect de l'autre. C'est l'amour de l'autre, le respecter, le sens de la justice. Bien sûr, c'est un engagement pour qu'il y ait une espèce d'amour universel. Bon, restons utopistes. Je m'en accommode bien. Alors, vous avez chanté dans le monde entier, quelques chansons comme ça qui sont comme des phares de conscience dans votre parcours, qui ont modifié un petit peu l'image que les gens pouvaient avoir d'Adamo, mais les années 80 sont des années plus difficiles pour vous. En termes d'exposition médiatique, on va revenir à la France. Est-ce que vous avez vécu difficilement pas ce désamour, parce que le public était au rendez-vous, mais en fait cette désaffection des médias, tout simplement? Bien sûr, je m'en suis rendu compte. Mais d'un autre côté, il y avait la compensation, puisque je n'ai jamais pris ce qu'on appelle une année sabbatique. J'ai toujours chanté. J'ai toujours eu un public devant moi. Si ce n'était pas en France, j'avais l'occasion d'aller au Japon, en Amérique du Sud, en Allemagne. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de malentendu entre le public francophone et moi-même. C'est-à-dire qu'il y a un point très précis, c'est mai 68. Je me souviens, vers 69-70, j'étais dans un bistrot et une jeune femme est venue vers moi et elle m'a dit « Je vous adorais jusqu'avant mai 68. Et puis vous ne vous êtes pas engagé, je vous ai laissé tomber. » Vous n'étiez pas le seul, hein, entre parenthèses. Oui, mais attendez. C'est parce que le public qui m'a fait l'amitié de me suivre sait que j'ai évolué et que je me suis senti concerné, que je me suis engagé. Mais il y a toute une série de chansons qui ont été de tel succès que la barre était tellement haute que dès que je m'en suis un peu écarté, il y a une partie du public qui ne s'en est pas soucié de mes nouvelles chansons. Donc il a décrété que je ne m'étais pas engagé. Or moi, j'ai eu l'impression d'évoluer avec eux. Mais ils n'ont pas pris la peine d'écouter. Donc c'était un peu cette injustice-là qui m'avait un peu attristé. Et puis, comme je vous disais, il y avait quand même des choses positives puisque je pouvais aller chanter un peu partout. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque en moi. Donc c'était vers fin 80. Je me suis dit, il faut quand même que je revienne en France montrer le bout du nez. Et là j'étais un peu rassuré parce que j'ai refait l'Olympia, le Casino de Paris, plusieurs fois. Avec des formules musicales différentes. Le public était là, le public de province venait à Paris, me reprochait amicalement de ne pas être allé chez eux depuis pas mal d'années. Donc je me suis dit, il faut que je retourne en province aussi. J'y suis allé et je touche du bois. Ça fait 2 ans que je tourne, les salles sont pleines. Et je ne vais pas prêcher contre ma chapelle, mais je suis assez lucide pour voir ce qui ne va pas. Il y a une espèce de décalage, j'ose le dire, entre, tout ça en toute modestie, entre la popularité que j'ai encore et les salles que je remplis et le côté discographique. Là, je ne sais pas où est le problème. Peut-être, l'esprit des radios a changé. Je sais qu'il y a des radios qui me programmaient, qui d'office, avant d'écouter le disque, se disent « Non, Adamo, on ne passe pas ». Donc, c'est encore un but pour moi d'arriver à aplanir, appelons-le une fois de plus, malentendu. Alors, on va se retrouver au début des années 80, en mai 1981. Vous êtes invité chez Daniel Gilbert, vous êtes l'invité principal.
Et c'est une émission assez émouvante parce que d'abord vous chantez quelques chansons qu'on avait un petit peu oubliées ou qui étaient passées un petit peu inaperçues. Vous parlez du rock parce qu'il y a un groupe rock qui vient de jaillir qui s'appelle les Blessed Virgin, qui sont formidables et qui veulent montrer vraiment qu'ils ont une attitude rock'n'roll comme dit Johnny. Et puis à la fin de cette émission, Daniel Gilbert vous pose la question, elle dit bon voilà, vous avez sorti un recueil de textes, vous écrivez des poèmes, à quand le roman? Et vous dites oh c'est pas un exercice qui me tente, je suis pas trop habilité à le faire. Et puis les années encore une fois vont démentir ces propos puisqu'il y a un roman qui vient de sortir. Mais juste avant, on se replonge début des années 80 Adamo dans cette émission. Allez, elle est là, Daniel Gilbert, 1981, Adamo, vedette de Midi Première. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, nous sommes très heureux d'accueillir Salvatore Adamo qui sera encore avec nous demain. Alors Salvatore, tu es venu nous rendre visite il y a déjà pas mal de temps. Je voudrais bien savoir ce que tu as fait pendant tout cet intermède. Eh bien, j'ai chanté, mais disons en privé, c'était en studio. J'ai fait 2-33 tours, un en allemand et les mêmes chansons en français. Et la semaine dernière, j'étais aussi en Allemagne pour faire 3 télévisions. Et là, je viens me présenter les 2 chansons qui composent mon 45 tours parce que le temps ne sortira qu'à la rentrée. Alors, quand on t'accueille, Salvatore, on accueille à la fois, évidemment, un chanteur, un auteur, compositeur, interprète, mais on accueille aussi un poète. Et d'ailleurs, tu l'as prouvé, puisque la dernière fois, tu nous avais apporté un livre qui était le recueil de tes chansons, et cette fois sans musique, c'est-à-dire des poésies. Et aussi des poèmes inédits, qui n'étaient pas des chansons. Oui. Qui deviendront peut-être des chansons, alors elles, pour suivre la marche inverse. Est-ce que pour toi, le texte a plus d'importance que la musique? C'est-à-dire que, à première écoute, ce qui accroche d'abord, je crois que c'est quand même la mélodie. Et quand en plus, en écoutant plus attentivement, on se rend compte que les paroles sont agréables et intéressantes, tant mieux. Je crois que c'est le mariage idéal. Alors j'ai l'impression, je ne pense pas me tromper, que tu es quelqu'un qui au fond est timide. Tu l'as remarqué? On est en couleur, on voit que je suis rouge. Là. Alors je pense que ceux qui sont particulièrement timides ont peut-être besoin d'avoir un premier public avant le vrai public, le grand public. Et toi, tu as une famille nombreuse, alors je suppose que ta famille constitue un petit peu ce premier public qui te donne un avis. Exactement, parce que justement, eux ne sont pas obligés de frimer, de me flatter. Et c'est le public le plus critique. Quand quelque chose ne leur plaît pas, ils me le disent. Et je crois qu'une fois qu'une chanson a passé le test de la famille, elle est, disons... bonne pour le service, si je peux dire. Voilà, alors c'est ce qui va se passer pour la chanson que tu interpréteras à la fin de l'émission. Dans quelques instants, on va entendre une chanson qu'on connaît bien, qui pourrait être un aveu de tous tes fans, de ta famille et de tes amis. Elle s'appelle La chance de t'aimer. Et tout de suite après, nous ferons une découverte. Il s'agit d'un groupe, un trio. Il s'appelle les Blessed Virgins. C'est du rock. Tu aimes le rock? J'adore le rock. Ce sont des rockers. On va les découvrir. Et c'est leur première télévision. Alors d'ores et déjà, on leur dit bonne chance. Et cette chance, elle se transforme en chance de t'aimer avec la nouvelle chanson, enfin plutôt la première chanson que va interpréter Salvatore Adamo. Si je semais sur ton chemin les choses les plus belles, si tu les cueillais émerveillé en remerciant le ciel, sans même une pensée pour moi l'ombre fidèle, moi qui chasse les nuages pour ton réveil, je me dirais que ma plus belle récompense, c'est la chance de t'aimer, que ma plus belle récompense, c'est la chance de t'aimer. Et si mon chemin de cœur qui m'a mené jusqu'à toi ressemblait pour mon malheur à un long chemin de croix, quelle que soit ta sentence, ma plus belle récompense, c'est la chance de t'aimer, c'est la chance de t'aimer.
tu le sais bien, fais chanter le silence. T'aimer fait s'écrouler les murs de l'indifférence. T'aimer c'est pardonner au monde un peu de sa laideur. Car tu es de ce monde et il me fait moins peur. C'est pourquoi ma plus belle récompense, c'est la chance de t'aimer, de t'aimer. Ma plus belle récompense, c'est la chance de t'aimer. Et si après t'avoir cherché bien plus loin que la raison, je n'avais pu te trouver au bout d'une illusion, rien que pour avoir donné mon visage à mon destin, pour avoir ensoleillé les plus beaux de mes matins. Quelle que soit ta sentence, ma plus belle récompense, c'est la chance de t'aimer. C'est la chance de t'aimer. Quelle que soit ta sentence, ma plus belle récompense, c'est la chance de t'aimer. C'est la chance de t'aimer. Merci. Un nouveau groupe rock. Décidément, il y a beaucoup de groupes rock en ce moment. Et puis j'ai l'impression que pour toi, Salvatore, ça doit te replonger même dans des souvenirs. Parce qu'au départ, quand tu as démarré, autant donc des idoles, toi tu étais déjà avec ton univers, ta personnalité. Puis autour de toi, il y avait quand même pas mal de rock'n'roll. J'aimais beaucoup le rock d'ailleurs. J'ai osé y toucher un peu à mes tout débuts. Un jour, j'avais participé à un crochet, j'avais chanté petit rock de mon cru. Et on m'avait fait comme critique que la chanson n'était pas mal, mais mon jeu de jambes laissait à désirer. Oui. T'aurais dû demander à Dick Rivers, tu sais, il a un beau jeu de jambes. Oui, il s'est entraîné, lui. Et c'était comment? Tu t'en souviens encore ou pas? Oh non, c'est trop loin, non. Mais ça me fait plaisir qu'aujourd'hui on revienne à cette musique qui est très saine et pleine de joie de vivre, parce que je crois qu'il évoque une époque où il y avait moins de problèmes. Et aujourd'hui, par réaction à tout ce qui se passe dans notre monde, il y a toute une génération qui a repris ce son, avec bien sûr un peu d'ironie de temps en temps, parce qu'on ne peut pas être un imbécile heureux, bien sûr. Oui, avec une distance. Oui. Alors je vais t'en dire un petit peu plus sur les Blessed Virgins, ils ont 19 ans, ça on s'en doutait, allez regarder. Et puis ils viennent de Pontoise et du Val d'Oise. Alors là, ils ont déjà fait une tournée. Comme ils disent, une tournée mondiale, mais dans le Val d'Oise. Alors ils préparent un album, c'est eux-mêmes qui font leurs chansons. Ils préparent un album et ils vont faire une tournée un petit peu partout en France, au mois de juillet et en août. Alors on leur dit bonne chance, c'est un petit peu leur parrain, quoi, aujourd'hui. Bonne route. J'ai un frère aussi qui fait du rock, hein. Un jour vous le verrez. C'est Pipo, non? Oui, Pipo, il joue de la guitare, comme un fou, oui. Oui, bah dis donc, faudra l'amener un jour. Oui. Si tu le dis encore une fois, il va être là dans la minute qui suit. D'accord, on verra bien d'ici 1h moins 5 à peu près. Alors je sais qu'il y aura de nombreuses chansons, bien sûr dans le 30 cm, comme dans tout 30 cm. Et puis il y a des chansons que tu avais décidé de mettre dans ce qu'on appelle le 45 tours, et puis tu as changé d'avis. Oui, parce que les prévisions météorologiques étaient optimistes. Alors ma chanson s'appelle « Il pleut dans ma chanson ». Et tu sais, là, c'est un peu intéressé à ce que je dis, mais je souhaitais vaguement qu'il pleuve pour que ma chanson soit sur toutes les lèvres. Mais comme on annonçait un très bel été... Ah bon? Enfin, il n'est pas encore arrivé, d'après ce qu'on j'ai voit. l'impression que je me suis trompé, j'aurais dû la mettre. Hein. Ça avait « Il pleut dans ma chanson ». Allez, d'accord. Elle était bleue quand elle parlait de nous deux. Voilà qu'il pleut dans ma chanson. Il pleut, il mouille, il y a même le soleil qui rouille. Ma guitare a des sanglots longs. Il pleut sous mon parapluie, il pleut jusque dans mon lit. Je mets des palmes pour dormir. Des poissons nagent dans l'air et je rêve de désert. Je fais glou-glou dans mes délires. Je voulais te suivre en Italie, mais j'ai pas pu passer ma pluie. Les douaniers n'ont pas permis. À propos de
douaniers. Je t'ai cherché en Angleterre, mais le whisky et la bière n'ont pas pu noyer ma vie. Elle était bleue quand elle parlait de nous deux. Voilà qu'il pleut dans ma chanson. Il pleut, il mouille, y a même le soleil qui rouille. Ma guitare a des sanglots longs. Comme je t'ai jamais retrouvé, j'ai fini par l'épouser. Cette pluie. Oui, tu veux pas nous chanter encore un petit peu? On a le temps. Mais bien sûr. Cela dit, je voudrais, juste avant, tu nous as parlé des douaniers, puis je crois Oui. que tu as eu des aventures, toi, avec les douaniers. Oh non, il ne faut pas insister dessus. Non. Disons qu'ils ont tenu à contrôler ma garde-robe. C'est la première fois, mais il faut leur métier. Qu'est-ce que tu veux Elle est insinuer bien là ta garde-robe, elle va très bien. Mais oui. Oui, j'avais quelques costumes de scène. Bon, bah écoute, nous sommes les douaniers et nous voulons tout connaître de ta chanson, il n'y a pas de raison. Bon, j'en étais là. Donc, c'est la pluie qui ne me quitte plus. Là, Oui, d'accord. Comme je t'ai jamais retrouvé, j'ai fini par m'attacher à ton souvenir humide. J'ai fini par l'épouser, cette pluie qui m'a prouvé qu'elle paie toujours en liquide. Tout au long de la lune de miel, elle m'offrait un arc-en-ciel quand une fille te ressemblait. Mais en haut de la tour Eiffel, elle m'a fait une petite grêle, pour un peu, elle s'enrhumait. Bateau-mouche sur la Seine, elle pleuvait comme une madeleine, elle débordait d'émotions. Heureusement que vint la nuit, ma petite pluie s'est endormie, évitant l'inondation. Tu chantes avec moi. Elle était bleue quand elle parlait de nous deux, voilà qu'il pleut dans ma chanson. Il pleut, il mouille, y a même le soleil qui rouille, ma guitare a des sanglots longs. En allant vers le Far West, on s'est arrêté à Brest pour y faire un inventaire. Chez la cousine Barbara qui souriait dans les bras d'un certain monsieur Prévert. Comme il y pleuvait déjà, ma petite pluie était en joie, elle s'y sentait bien au chaud. Je suis reparti sans elle, je t'ai vu sous ton ombrelle, et enfin, il a fait beau. Comme c'est curieux, là qu'elle parle de nous deux, le ciel est bleu dans ma chanson. Merci Salvatore, et après tout, c'est une chanson inédite pour l'instant. Oui. On aura l'occasion de l'entendre sur le 30 cm. Et j'espère qu'il pleuvra pas quand même. Tu vois, c'est plein d'abnégation de ma part. Je préfère qu'il fasse beau, que tout le monde en profite plutôt que ma chanson en profite. C'est peut-être aussi une façon de conjurer le sort. Non, je souhaite vraiment qu'il fasse beau parce que je vais en profiter aussi si je suis en vacances. Dis donc Salvatore, toi qui joues facilement avec les mots, tu n'as jamais été tenté de te servir des mots pour passer un message plus que de poésie, un véritable message d'idée? Je crois que tu avais fait des tentatives. Oui, depuis quelques années, oui, j'essaye toujours. On me donne une image de quelqu'un vivant dans les nuages, mais je tiens à ce qu'on sache que j'en descends très souvent et que je sais les choses malheureuses qui se passent sur la Terre. On ne peut pas rêver béat, je crois que les temps sont révolus. Parce qu'il y avait une Ça, c'est pour présenter ma nouvelle chanson, je suppose. Oui, mais pour l'instant, je voudrais encore te parler de toi, Ah bon, parce que tu nous intéresses aussi, tes chansons et toi. Et je me souviens de Liberté. C'était pas une chanson, il y avait une chanson où tu parlais beaucoup de la liberté. Oui, elle s'appelait Pauvre Liberté, oui. Parce que et j'ai eu l'impression, elle est bafouée aujourd'hui. Hein. J'ai eu l'impression, même à l'époque, que c'était peut-être une des chansons qui te tenait le plus à cœur dans toutes celles que tu as faites. C'est une des chansons qui, sur scène, reste très importante, alors que peut-être en disque, elles n'ont pas eu l'audience que j'espérais, parce que peut-être que justement, en réaction, comme je le disais tout à l'heure, au temps qu'ils sont tristes, on a besoin de chansons un peu plus gaies, où on oublie. Alors maintenant, tu as envie de nous parler du bonheur? Oui. Avec des images souriantes? Oh, pas très souriantes, non. Non, justement, alors le titre de la chanson de Salvatore, c'est Parlons-en du bonheur. Et je vous rappelle que c'est l'un des nouveaux titres du disque de Salvatore de 45 tours qui vient de sortir. Et demain, vous découvrirez, toujours dans l'émission, parmi les chansons que va nous interpréter Salvatore, l'autre face de ce disque. Mais pour l'instant, parlons-en du bonheur. Parlons-en
ans du bonheur est-il encore de notre monde? Il s'est caché, j'en ai peur, dans quelque inaccessible ailleurs. Oh, tiens, parlons-en du bonheur, cet oiseau d'humeur vagabonde qui sur ses ailes en douceur nous emportait au bout du temps. Oh, oh oui, le temps, parlons-en du temps, parlons-en de ce temps qui se compte en fête et en printemps. Oh, oh oui, le temps, arrêtez le temps, lui qui se fait nos têtes effrontément. Tiens, parlons-en du bonheur, a-t-on perdu sa longueur d'onde? Lui qui chantait dans nos cœurs pour un sourire, pour une fleur. Je m'en souviens du bonheur, je l'ai touché quelques secondes. J'étais encore un enfant, je crois qu'il s'appelait Gandalf. De mes crayons de couleur, je m'étais dessiné le monde. Avec du bleu tout autour, d'un grand soleil nommé amour. Oh, oh oui, l'amour, parlons-en de l'amour. N'est-il plus désormais qu'un mirage au désert de nos jours? Oh oui, l'amour, il faudra bien qu'un jour, avant le grand naufrage, il vienne à notre secours. Tiens, parlons-en du bonheur, est-il encore de notre monde? Il s'est caché, j'en ai peur, dans quelque inaccessible ailleurs. Faut-il changer le bonheur, ou bien faut-il changer le monde? Faut-il se blinder le cœur, le rendre insensible à l'horreur? Tiens, parlons-en du bonheur. Merci Salvatore. Eh bien, parlons-en du bonheur. Et je pense que pour toi, tu viens me rejoindre. Je pense que pour toi, l'un des bonheurs de la vie, eh bien, c'est d'écrire, non? Je pense que l'un des bonheurs de la vie pour toi, c'est d'écrire. Oui, c'est ça. Je crois que je s'évader beaucoup par l'écriture et par la lecture aussi. Tu lis beaucoup? Mais quand Est-ce que tu as le temps? Parce qu'on sait bien que la vie d'artiste est une vie très mouvementée. Je n'ai pas vraiment le temps, mais j'essaye de le prendre quand je peux. Dans l'avion, en voiture quand c'est mon cousin qui conduit. Encore la famille. Oui. Et qu'est-ce que tu lis? Oh, j'aime beaucoup un auteur américain qui s'appelle Kurt Vonnegut Jr. En ce moment, je crois que c'est un des maîtres à penser de la jeunesse américaine. C'est un type qui a l'humour et le surréalisme de Boris Vian et de Beckett en même temps. C'est souvent de la science-fiction aussi, mais c'est souvent adaptable à la réalité. Mais quand tu lis maintenant, à ton âge, tel que tu es maintenant, tu as envie de retrouver un petit peu ce qui t'a peut-être guidé au départ dans tes pensées, dans ta façon d'écrire. Tu as envie de retrouver dans les livres certaines influences que tu avais eues toi autrefois? J'aime bien peut-être retrouver dans des livres des choses qui me donnent raison, parce que dans ce que j'écris, je prends parfois certaines responsabilités. Alors quand je trouve des auteurs qui me donnent raison, je suis content. Alors tu écris des chansons, tu écris des poèmes, est-ce que tu vas nous écrire un roman? Ah là, c'est vraiment autre chose, là, parce que là, je suis habitué à écrire
une histoire qui se passe dans un espace de 3 minutes, 4 minutes, mais un roman, il faut du souffle et je ne suis pas certain de l'avoir. Un jour, peut-être, j'essaierai, mais je ne garantis pas le résultat. Ou alors un recueil de nouvelles, parce que là aussi... Les nouvelles, je me sens plus capable d'écrire des nouvelles qu'un roman. Enfin, en attendant l'écrivain Salvatore Adamo, nous recevons l'auteur, compositeur, interprète Salvatore Adamo demain. Et avec Jacques Pierre, nous serons ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous de midi première à 12h30. Bonne journée à tous. À demain. Au revoir. Et voilà, Adamo a fait mentir, vous mentez vous-même là dans cette émission, oui, puisque bon, voilà, même... le livre il est là, le premier roman de Adamo aux éditions Albin Michel, Le souvenir du bonheur est encore du bonheur, je le montre à la caméra. Alors moi j'étais extrêmement épaté par ce roman, je m'attendais pas du tout à ça, je dis tiens Adamo, comme tous les chanteurs qui à un moment donné veulent s'essayer à la littérature, c'est souvent assez peu réussi, il faut bien le dire, sauf dans le cadre des autobiographies. Là c'est pas du tout une autobiographie, on voit que vous avez une imagination débordante, que vous avez sûrement puisé dans vos histoires personnelles, dans votre jardin secret. L'histoire d'un héros, Julien, qui travaille dans un grand magasin au rayon lingerie féminine et puis qui un jour quitte pour des raisons assez croquignolesques ce job et se retrouve engagé dans une entreprise funéraire comme assistant croque-mort. Et de là va se passer toute une histoire. Alors il y a de l'amour, on peut dire. Il y a l'amour des mots, le jeu des mots, beaucoup dans ce livre. Il y a des femmes, j'allais dire, pas de petites vertus, plutôt de grandes vertus, malgré les apparences. Il y a aussi une grande histoire d'amour qui traverse tout ce livre. Et puis il y a la rencontre aussi, finalement, à la fin du livre, entre deux univers. Là encore, la détermination d'Adamo pour le respect des différences, puisque vous allez aimer une femme qui vient d'une autre culture. Ça a été difficile cet exercice, puisque chez Daniel Gilbert, vous disiez « je ne suis pas prêt à le faire, et je ne sais pas si j'ai l'aptitude pour ». C'est vrai que depuis maintenant près de 40 ans, j'écris des petites histoires que je dois résumer en plus ou moins 4 minutes, ou en 2 pages, disons. Et j'ai toujours été en admiration devant des personnes qui surgissent d'un anonymat complet, avec une histoire fabuleuse. Et ça mène avec un bouquin de 800 pages. Et moi, je dois dire que dans le tourbillon de ma vie de showbiz, je ne voyais pas comment j'aurais pu écrire un roman. Ma vraie vie, si je puis dire, c'était mes 20 premières années, c'était une vie privée. Et puis, après, si je m'étais laissé aller, j'aurais raconté des histoires de show business qui n'auraient peut-être pas intéressé les gens. Et avec le recul et les ans, et notamment en 96, lorsqu'on a célébré le 50e anniversaire de la vague d'immigration en Belgique, il y a des choses qui sont remontées à la surface, notamment, petit détail, mais qui relativise plein de choses, savoir que mon père et le père de certains amis qui sont arrivés en 47 en Belgique pour travailler dans les mines ont été échangés contre une tonne de charbon. Une tonne de charbon, oui. Donc, j'avais commencé à écrire des petites nouvelles, et puis je me suis dit, mais je vais peut-être essayer de les réunir dans un roman ou dans un recueil de nouvelles. Au départ, ça aurait pu être un recueil de nouvelles. Et puis, bon gré mal gré, j'ai quand même remarqué que pas mal de mes petites histoires avaient trait à la mort. Qu'elles soient humoristiques ou qu'elles soient émouvantes. Et je me suis dit, quel métier, quelle activité pourrait être le dénominateur commun de toutes ces histoires? Et ça fait tilt, croque-mort. Et donc, une fois que j'ai eu l'idée conductrice, alors que en 15 jours en vacances, j'avais écrit une centaine de pages, il a fallu continuer le roman pendant les tournées. Et là, ça a été notre paire de manches. Et je me suis surpris de ma ténacité, puisque même en tournée, entre les concerts, dans la voiture, en avion, j'étais encore dans mon histoire, dans mon roman. Je n'avais pas perdu le ton. On le sent que vous êtes embarqué dans cette histoire, et puis il y a des petites touches comme ça, impressionnistes, pointillistes, pour reprendre un terme lié à la peinture, puisque ce livre est aussi hanté par la peinture. Le Adamo que les gens connaissent, cet amour viscéral.